Bien, bonjour à tous, je voudrais vous parler de diagnostic puisque l'une des missions de l'IHU c'est le soin. Et donc dans ce cadre, disposer d'outils diagnostiques performants est absolument essentiel. Et depuis une trentaine d'années, l'IHU n'a eu de cesse, donc l'IHU et avant l'IHU, on a eu de cesse d'avancer dans le diagnostic pour réduire le pourcentage des infections qui n'ont pas d'étiologie, optimiser le processus diagnostique tout en innovant bien entendu, et tout ça pour améliorer la prise en charge des patients. L'une des étapes clés dans ce processus a été la mise en place de kits diagnostiques. Qu'est-ce que c'est qu'un kit diagnostique? Ce sont des sachets pré-remplis dans lesquels on met tous les tubes, fioles et pots qu'on va donner aux cliniciens et qui permettront, pour un syndrome donné, de prélever en une fois, de nous envoyer le sachet sans se poser la question de ce qu'ils ont ou pas à prélever et grâce auquel on va faire le diagnostic. Vous voyez en haut à gauche, c'est le premier, c'est le kit endocardite qui avait été fait à l'époque à la faculté de médecine. Et vous voyez qu'on a aujourd'hui un nombre important de kits diagnostiques. Une fois qu'on a reçu au laboratoire ce kit diagnostique, qu'est-ce qu'on fait? On embraye, nous, de façon systématisée avec des tests selon une stratégie polyphasique. Vous voyez, ça c'est ce qu'on fait sur les endocardites, avec d'un côté le sang, de l'autre côté les valves, et on enchaîne de façon, sans réfléchir aussi, des tests à la fois sérologiques, à la fois PCR, et puis également on recherche un certain nombre de marqueurs cancéreux, de marqueurs immunologiques pour faire du diagnostic. Bien entendu, grâce à ça, on a pu réduire de façon importante le taux de pathologie sans diagnostic étiologique, mais il en reste. Et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut gagner à la fois en temps et en performance diagnostique? Eh bien, puisque c'est ce qu'on fait en permanence, on s'est tourné vers le séquençage. Le séquençage, ça, je vous rappelle les différentes étapes du séquençage moderne, en commençant par la technique de Sanger. On a eu à l'époque des séquenceurs en gel, puis des séquenceurs capillaires. Dès 2005, on a été l'un des premiers laboratoires à avoir un 454 de Roche. Et puis, on est aujourd'hui à la troisième phase du séquençage avec des séquenceurs à très haut débit et qui permettent de faire du séquençage très rapide, et notamment la technologie Oxford Nanopore Mignon. Cette technologie Oxford Nanopore Mignon, les gens d'Oxford Nanopore eux-mêmes ont démontré dès 2015 qu'on pouvait l'appliquer à du diagnostic. Et en tout cas, c'est ce qu'ils avaient fait dans ce travail sur une épidémie d'infection à Salmonella enteritidis à Birmingham, où ils ont montré qu'à peu près en 6 heures, ils étaient capables de séquencer les souches responsables de l'épidémie. Derrière, il y a eu d'autres travaux qui ont été appliqués aux maladies infectieuses, et notamment les Chinois ont pas mal travaillé. À chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose d'innovant, les Chinois nous ont précédés de quelques mois. Mais en général, ils font des petites séries, ils publient le concept, ils publient le concept sur quelques cas, et puis après, ils laissent aux autres le soin de faire le gros du travail. Donc c'est ce qu'on fait nous. Donc vous voyez qu'ils ont appliqué ça aux abcès cérébraux, aux abcès hépatiques, aux bactériémies, aux endocardites, à des infections orthopédiques, aux méningites et aux pneumonies. Alors nous, on a bien entendu un mignon, puis après on a acheté le Gridion, qui est un mignon multiplexé par 5, et on a appliqué ça pour la preuve de concept aux abcès cérébraux. On a testé 42 échantillons, on a fait du séquençage direct par mignon à partir directement de l'échantillon qui sortait du bloc opératoire, et on a comparé ça à la culture, et puis à nos PCR standards qu'on fait systématiquement sur les abcès cérébraux. Vous voyez, on fait de la PCR à large spectre, 16S, et puis on fait un certain nombre de PCR spécifiques. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Eh bien, on a, dans 14 cas, des diagnostics monomicrobiens, qui sont obtenus soit par culture, soit par PCR. Et quand on compare ici les résultats du mignon aux résultats de la culture et de la PCR, eh bien, on s'aperçoit qu'on a, dans ces cas-là, une concordance parfaite. Et donc, on retrouve du staphylocoque doré, du fusobacterium, des nocardia et d'autres pathogènes. Donc ça, c'est 33% des cas, diagnostic monomicrobien concordant. Dans 7 cas, on n'avait pas de diagnostic par aucune des techniques, et malheureusement, donc le mignon n'a pas fait mieux que ça. Dans 10 cas, on a des diagnostics polymicrobiens, c'est-à-dire que dans ces abcès, assez souvent, surtout quand ils sont d'origine ORL, on a plusieurs micro-organismes qui peuvent être retrouvés, et là on s'aperçoit que non seulement il y a une concordance diagnostique, en tout cas en termes d'espèces qui avaient été retrouvées par la culture ou la PCR, et on fait mieux bien sûr avec le mignon, parce que c'est une forme de séquençage métagénomique, on séquence tout ce qui est dans le prélèvement,
Et donc on a identifié non seulement ce qui avait été trouvé par les autres techniques, mais d'autres pathogènes qui sont attendus dans les abcès cérébraux, avec notamment des anaérobies. Donc 23% des cas. Et puis dans un certain nombre de cas, les 11 restants, on a des discordances. On a des discordances et on n'est pas d'accord avec les technologies. Alors là, clairement, la toxoplasmose qui a été trouvée en culture, on ne l'a pas trouvée par PCR, on ne l'a pas trouvée en séquençage métagénomique, mais ce n'est pas la seule discordance. Il y a des cas où on croit volontiers le mignon, Streptococcus intermedius, Fusobacterium nucleatum sont des pathogènes habituels retrouvés dans les abcès cérébraux. Il y a d'autres cas où on a raté ces pathogènes habituels. Ici, on a un Streptococcus intermedius qui avait été trouvé par PCR. Là aussi, on ne les a pas trouvés dans le mignon. Donc on a encore du travail à faire, mais on s'aperçoit quand même que cette technologie est quand même très intéressante pour le diagnostic direct à partir d'échantillons cliniques. Alors bien sûr, on ne s'est pas arrêté là, on a, comme c'est de la métagénomique... Attends, tu as trouvé un herpès virus. Oui, on a trouvé... Qu'on avait raté. Que là, on ne pouvait pas trouver, bien sûr. Ça, c'est une belle histoire, ça. Voilà, comme c'est du séquençage métagénomique, ça, on a comparé à la métagénomique 16S, et on a une concordance assez bonne par rapport à la métagénomique 16S, sachant que la métagénomique 16S prend un temps fou, et est un effort qu'on ne peut pas appliquer au diagnostic. On a continué à travailler sur, cette fois-ci, les valves cardiaques, 10 biopsies valvulaires. Alors, à chaque fois, c'est des petits chiffres, parce qu'on est en train, on commence à appliquer cette technique aux échantillons cliniques. On a testé des valves pour lesquelles on avait un diagnostic par ailleurs, donc 3 streptocoques, 2 agents de la fièvre Q, Enterocoque fécalis, l'agent de la maladie Whipple, l'agent de la maladie des griffes du chat, Staphylocoque doré, et puis un cas de EIHN, c'est-à-dire endocardite infectieuse à hémoculture négative pour lesquels on n'avait pas de diagnostic. Et on a 8 diagnostics. Qu'est-ce qu'on a? On a globalement, dans 80% des cas, retrouvé le diagnostic initial. On a raté un streptocoque. Bon. Et on n'a pas fait mieux que les autres diagnostics pour le cas de IHN, donc d'endocardite à hémoculture négative. Donc on a encore un peu de travail. Et puis surtout, ce qui m'a le plus contrarié, c'est qu'on avait des contaminations avec des germes de l'eau, qui sont souvent le problème du séquençage, où on est souvent contaminé par des germes de l'eau. Vous allez voir que ce n'est pas le seul cas. On a travaillé sur quelques anévrismes de l'aorte. Donc 3 cas d'anévrisme de l'aorte infecté à Coxiella burnetii, on en a retrouvé 2. Et puis on a travaillé sur la maladie des griffes du chat, qui est une maladie qui nous contrarie parce que c'est une maladie, on a du mal à comprendre sa physiopathologie. C'est une maladie qui est causée par Bartonella NCE, qui survient chez des gens qui sont griffés ou mordus par des chats. Très bien, c'est une maladie relativement bénigne qui peut se chroniciser. Et le problème, c'est qu'on a une discordance dans cette maladie entre la PCR, on arrive très facilement à détecter l'ADN de la bactérie, et la culture, où on ne cultive jamais Bartonella NCE, ou extrêmement rarement Bartonella NCE. Et donc, une des hypothèses que l'on a, c'est que cette bactérie, en fait, dans le ganglion, est maîtrisée, tuée par le ganglion, et il reste que son ADN. Et donc, on a pu, sur les 11 identifiés par Mignon, le Bartonella NCE 7 fois, le nombre de rides de la bactérie est extrêmement faible. On en a 1 à 9 rides sur la totalité donc des rides amplifiées et séquencées, ce qui semblerait effectivement aller dans le sens d'une bactérie ou d'ADN restant. Et donc on travaille là aussi sur, cette fois-ci, l'extraction d'ADN plus ARN à partir des ganglions, pour essayer de voir si on peut aller plus loin. Et puis là, alors par contre, on a été contaminé fortement par Ralstonia, qui est manifestement un des points noirs sur lesquels on doit travailler. On a travaillé sur les IST, où on a travaillé donc sur des prélèvements vaginaux et des urines. On a été assez mauvais sur les IST, ça n'a pas très bien marché. Vous voyez qu'on avait un certain nombre d'échantillons pour lesquels on avait un diagnostic, et on a été capable que de trouver Trichomonas vaginalis une fois et un gonocoque une fois. Tous les autres, on ne les a pas trouvés. Bien sûr, on a par contre identifié tous les commensaux, notamment du vagin, avec des lactobacilles, des enterobactéries, des anaérobies. Et enfin, quand on applique ça au Covid-19, on a appliqué ça aux écouvillons nasopharyngés, on en a testé 48. Les diagnostics sont très très charge virale dépendants. Et ça, c'est très corrélé. Il y a 46 sur les 48 pour lesquels on avait au moins un RID de SARS-CoV-2, 26 pour lesquels on avait au moins 100 RID, et ça correspondait à un CT inférieur à 20.
10 pour lesquels on avait plus de 500 reads, ça correspondait à un CT inférieur à 18. Et en réalité, quand on regarde, ça c'est ce qu'on obtient avec le séquençage Illumina, en fait on a strictement les mêmes résultats, c'est-à-dire que quand on a un CT qui est inférieur à 18, donc une charge virale relativement élevée, on a une profondeur de read, une qualité de séquençage qui est nettement supérieure. Et on a pu aller plus loin, c'est-à-dire analyser les génotypes des virus qui avaient été séquencés directement à partir du prélèvement nasopharyngé. Et on a, vous voyez, donc les quatre premiers virus, c'est la première phase de l'épidémie, c'est ce qu'on appelait le 0, qui sont codés en 20. Ensuite, on a identifié un Marseille 2, 4 Marseille 4, qui sont ceux qui sont actuellement épidémiques, et un Marseille 8. Donc ça permet de faire à la fois du diagnostic, mais aussi directement le génotypage au sein même du prélèvement. Donc, pour conclure simplement sur cette partie, c'est une approche ouverte qui permet à la fois de détecter les pathogènes à ADN et les pathogènes à ARN. C'est une technique qui est rapide, puisqu'on a les résultats en moins de 6 heures à partir du prélèvement, donc c'est tout à fait compatible avec le soin. Il y a un intérêt particulier pour les populations microbiennes complexes, donc vous l'avez vu. Ça peut détecter des pathogènes qui sont sous-représentés, et donc ce qui est intéressant pour les quasi-spéciès, notamment pour les virus, ça peut effectivement être intéressant. Ça peut remplacer la culture, même si on ne remplacera jamais complètement la culture parce qu'on a besoin d'avoir des souches, mais ça peut remplacer en tout cas le diagnostic moléculaire standard. Et en même temps, ça donne accès aussi aux informations génétiques humaines. C'est-à-dire que quand on amplifie les conséquences avec un mignon, on a tout. On a le pathogène, mais on a aussi l'humain. Et donc on peut éventuellement, on a un questionnement autour du groupe Rhésus et du groupe sanguin, et bien on peut effectivement à partir de ça aller chercher ces informations directement dans les séquences obtenues. La réserve, c'est qu'il y a un risque de contamination, on l'a vu, sur lequel on doit travailler, et il y a une nécessité d'un tri bioinformatique, des reads informatifs par rapport aux reads qui sont moins utiles. Est-ce qu'on va s'arrêter là? Bien entendu, on ne s'arrêtera pas là, on ne s'arrête jamais. Qu'est-ce qu'on peut faire en combinaison avec le mignon? On peut faire de la microscopie en temps réel, c'est ce qu'on a fait sur les abcès cérébraux. Et vous voyez ici, c'est un cas d'abcès cérébral à Fusobacterium nucleatum, où dans le même temps, c'est-à-dire en moins de 6 heures, on avait à la fois le séquençage du génome de la bactérie, son diagnostic, mais on voyait le Fusobacterium directement dans l'abcès cérébral. Ce sont des gens qui avaient des cancers du côlon? Non, celui-là, non. Il n'avait pas de cancer du côlon. Mais comment il peut avoir du Fusobacterium nucleatum dans le cerveau? Alors, c'est banal, les Fusobacterium. On en a assez souvent. Ça vient du côlon, non? Non, de la bouche. C'est plutôt le... Et la deuxième étape, c'est ce dont on vous parle depuis ce matin, c'est le Prométhion. Voilà la machine qu'on vient de recevoir. C'est le dernier bébé d'Oxford Nanopore. C'est un mignon en puissance 10, c'est-à-dire qu'il est capable de produire 10 fois plus de données. Vous voyez, par flow cell, on est capable d'arriver à 180 gigabases. Il y a 24 flow cells au lieu de, sur un grillon, 5 flow cells. Et donc, vous voyez qu'on a une production, je vais arriver peut-être, oui, qui par run de 24 flow cells arrive à 2,4 térabases. Il y a une version en 48 flow cells qui fait jusqu'à 4,3 térabases. Mais c'est absolument considérable. Le temps est le même, c'est-à-dire ça ne prend pas plus de temps de faire tourner cette machine que les mignons. Et le prix est même moindre, puisque ça coûte 266 € par échantillon pour le mignon et 234 pour le Prométhion. Voilà, je vous remercie. Et donc, je voulais finir en remerciant toute l'équipe, à la fois de génomique et de bioinformatique. Merci.